Alex, Samuel. Oh, je suis trop contente de vous voir et je suis très contente que vous soyez descendu de votre montagne et que vous décidez enfin de rencontrer le docteur Simès. Parce que non, hein, une blessure ne se soigne pas toute seule et que je voulais vous dire aussi que c'est très imprudent de partir seul en montagne. Hein? Je ne vais pas vous féliciter pour ça, moi. Un instant. Docteur Simès, Alex Hugo, non, Monsieur la Tendresse est là. Il est là pour vous, en tout cas. Allez-y. Merci. Vous allez penser que c'est moi qui ai besoin de consulter. Merci. Bonsoir Samuel Le Bihan. Bonsoir. Merci de me faire confiance en tant que médecin. Ça, je sais pas. Je suis très heureux parce que vous faites presque 5 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est pas pour ça que je suis heureux de vous recevoir, mais enfin, c'est quand même un événement, hein, cette série. Ouais, c'est formidable. C'est un beau cadeau. Vous le connaissez apparemment, Michel Drucker. Enfin, il connaît tout le monde de toute façon. Donc, Voilà. Même au tout début, tout début, quand je jouais au théâtre, Un tramway nommé Désir. Et il était venu me voir au théâtre et il m'avait longuement parlé de mes origines, de ma mère. Ah, vous voyez d'Avranches. C'était vraiment le début. Vous avez un point commun, c'est le vélo. Vous avez même joué le rôle de Laurent Fignon dans la dernière échappée, dans un téléfilm. Très émouvant. Ouais. Vous faites beaucoup de vélo? Toujours, oui. Quand je tourne Alex Hugo, je fais quelques cols du Tour de France, des cols mythiques. Hein. J'ai fait le col de l'Isoard, quelques cols à 2005. Quoi. Ça fait les jambes, ouais. On va remplir un dossier médical, si vous le voulez bien. D'accord. C'est votre vrai nom, Samuel Le Bihan? Oui. Ouais. Pourquoi vous Non, je me dis, quelle idée, pour s'appeler Samuel Le Bihan pour être comédien, ce sera assez original quand même. Alors, Bihan, ça veut dire petit en breton? Ouais. Vous parlez un peu breton ou... Pas du tout. Vous êtes né à Avranches, donc c'est vrai que vous n'êtes pas loin de la frontière bretonne, hein, si on parle de frontières. Bon, frontière, mais c'est quand même en Normandie. Alors, vous racontez que vos grands-parents habitaient l'Estraouen, près du Tinduf. Ouais. C'est un port dans la rade de Brest. Ouais. Vous avez une grand-mère qui avait la coiffe bretonne. Votre grand-père était un vieux marin-pêcheur. Ouais, c'est vrai. C'est ça. En plus, il avait une allure de corsaire. Il avait une jambe de bois. Oui, il avait eu de l'arthrite. On lui avait coupé la jambe. Donc, c'est vrai, pour le gamin que j'étais, c'était impressionnant. Quoi. Vous êtes né le 2 novembre 65. Ouais. Donc, vous venez d'avoir 54 ans. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes un homme assez curieux, hein, parce que vous intéressez à tout. Parfois, j'ai l'impression de me disperser, mais en même temps, j'ai un besoin de connaître, de comprendre. C'est quoi? C'est à cause de votre enfance? C'est quoi? Je crois que c'est une curiosité générale, mais j'étais pas forcément littéraire à l'école. J'étais plutôt, j'adorais les sciences, les maths, donc j'avais plutôt un profil plutôt ingénieur et puis je me suis retrouvé dans les livres, dans la parole, dans le langage et comment on devient comédien quand on part d'un milieu ouvrier, plutôt modeste? C'est le hasard, c'est les rencontres. Moi, j'étais assez bon en dessin, donc je pensais faire les beaux-arts. Et finalement, j'ai rencontré une bande de mecs un peu dingues qui faisaient du théâtre. Et j'ai trouvé ça formidable. Il y avait une idée de liberté derrière qui me plaisait énormément. Et être dans une bande de mecs qui s'expriment, qui parlent, sortir de l'isolement, en fait. Dans le dessin, c'est très solitaire. Et finalement, j'étais un peu réservé. L'idée d'être en échange, être obligé de s'exprimer sur une scène, me faisait un peu peur et c'était un peu un défi personnel. De sortir de votre solitude et d'aller à la rencontre. Ouais, il y avait une envie de se servir du milieu artistique pour s'exprimer et peut-être changer, rebattre les cartes qui m'avaient été données. Donc j'avais envie de changer le cours de l'histoire, en tout cas de ce qui était un peu écrit pour moi. Et le métier de comédien donnait une possibilité de rencontre, de voyage, de culture, qui était vraiment énorme et passionnant. Antécédents familiaux. Donc, vous avez d'abord grandi à Plougastel. Entre autres, banlieue parisienne, Plougastel. Vous racontez qu'enfant, vous ne faisiez pas beaucoup de trucs avec votre père. Il travaillait dur. Il m'a quand même appris la voile. Lui, il a été marin-pêcheur à la voile. Et il l'avait appris de son père. Et quand j'étais jeune, il m'a appris la voile. Et donc, c'était un moment, en tout cas, qu'on a partagé ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vos relations soient interrompues? C'est la vie. Vous savez, j'étais très rebelle à l'adolescence. J'étais très instable aussi. Et donc, il y a une rupture qui s'est faite. Et puis on s'est retrouvés plus tard. Oui, je pense que j'avais une grande colère en moi qui avait besoin de vivre un petit peu d'expérience pour être assouvi. Vous vous êtes retrouvés comme ça,
par hasard, ou c'était une Non, volonté? il était reparti vivre en Bretagne, je suis allé le voir là-bas. Et c'était vraiment chouette. Il est fier de ce que vous êtes devenu? Ah, j'espère, ouais. J'espère bien, mais il parle pas beaucoup, il le dira pas. Mais il s'exprime beaucoup plus maintenant, en fait. Je trouve que parfois, certaines personnes, en vieillissant, se durcissent, se referment. Et lui, au contraire, lui qui était vraiment, c'est le monolithe breton, s'attendrit à un retour sur sa vie, sur voilà, des choses. Il me parle de moi, comment il me voyait quand j'étais jeune, et ça me touche beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez gardé, vous, Samuel Le Bihan, du caractère de monolithe breton de votre père? Ouais, je suis très têtu, quoi. Quand je suis capable de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose dès lors que je l'ai décidé, ouais, c'est possible. Donc je pense qu'il m'a appris ça, il m'a appris le travail aussi, le sens du travail, ben, des valeurs basées sur l'effort, sur un regard juste aussi des choses, savoir accepter que la vie n'est pas toujours juste. L'accepter, déjà, ça nous détend un peu parce qu'on est toujours confronté à des choses qui nous bousculent et de se dire, dans le fond, ben, tout ça est injuste, mais il faut faire avec, il faut se débrouiller. Quand vous parlez Faire de son mieux. d'injustice, par exemple, quand votre père, qui était marin-pêcheur, doit venir à Paris pour être laveur de vitres, vous estimez que c'était une injustice? Il y a quelque chose qui vous a attristé, qui vous a durci, vous? Non. Non, c'était une période où il fallait trouver du travail et c'est des milieux pas faciles. Et Paris, c'était un endroit où il y avait plus de possibilités. Non, ça c'est normal, c'est la vie. On va parler de santé, votre taille et votre poids. Taille 1m83, poids 84, 85 kilos. Vous avez l'air en pleine Je forme, pense que c'est un peu plus, je pense que j'ai un peu pris là, mais on va pas le dire. Vous avez des addictions? À part le sport, Accro à autre chose? je bois pas d'alcool, j'aime bien le vin rouge, je fume pas. Attendez. Non, mais j'aime pas les si alcools vous me parlez forts. en breton, là, peut-être, mais J'aime pas les alcools forts. des phobies, des tocs, Non, j'avais des tics quand j'étais petit. J'avais plein de tics, lesquels? comme ça, avec l'œil, des trucs comme ça. Et c'est parti du jour au lendemain? Non, c'est pas parti, c'est intérieur maintenant. Vous avez un Je pense que tic? c'est toujours là, il y a toujours le corps qui se crispe, qui est prêt à s'exprimer, mais C'est quoi un tic intérieur? Ça se traduit par quoi? une petite nervosité continuelle. Donc du coup, le besoin de bouger, le besoin D'évacuer dans d'effort, le le sport. besoin de s'épuiser. Ouais. Et il paraît que quand vous étiez enfant, vous étiez atteint de noëlophobie. Vous supportiez pas Noël. C'est venu à l'adolescence. Pourquoi? Je trouvais ça assez triste, donc j'allais au Secours Populaire et j'organisais Noël avec eux. Et du coup, j'ai entraîné des potes avec moi, et on était plusieurs. C'était, je sais pas, pour moi, ça a une meilleure vocation, ça avait plus de sens. Vous devez vous ennuyer à Noël parce que vous bossez pas? Non, mais je suis assez sensible à sa démarche quand même. Parce qu'ils ne sont pas nombreux dans ce métier à aller voir les gens du Secours Populaire régulièrement. Alors, j'ai vu qu'à une certaine époque, certaines personnes pensaient que vous étiez atteint du syndrome de la grosse tête, c'est vrai? Je pense qu'à un moment, j'avais du mal à gérer une certaine attention qu'on avait vis-à-vis de moi. Peut-être que je me sentais pas légitime, peut-être que c'était un peu plus complexe pour moi, mais je me suis jamais senti au-dessus des autres, en tout cas. Donc peut-être j'avais plus de difficultés à assumer ma place ou ce que tout ça était devenu, mais c'était pas de l'arrogance, c'était plus de la protection. Parce que vous êtes partagé entre, quand on est acteur, le besoin d'être célèbre, parce que sinon c'est que ça marche pas. Mhm. Et puis en même temps, le regard des autres qui vous rappelait votre timidité d'enfant. Oh oui, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire c'est un métier de communication, c'est un métier d'expression, il faut prendre la lumière, il faut prendre la place. Et on attend de vous aussi que vous teniez votre rôle. Et peut-être cette timidité qui revenait sous forme de complexe, sous forme de fait oui, de se sentir, ce que je disais, se sentir un peu légitime, avoir du mal à assumer cette lumière. En même temps, être extrêmement heureux que ça arrive, c'est tellement compliqué, tellement dur, hasardeux, c'est des rencontres, et puis il y a quand même une pression, on attend des choses de vous et pas se sentir à la hauteur de pouvoir les donner. On va finir juste le dossier médical avec 5 questions de check-up. Qu'est-ce que vous ne voulez pas soigner chez vous? Ma curiosité, Contre quoi vous vous sentez immunisé? je sais pas, l'ennui. C'est vrai? Vous vous ennuyez jamais? Ouais, je fais trop de choses en fait. Vous êtes hyperactif? Peut-être, pas loin.
Qu'est-ce qui peut vous provoquer des remontées acides? Je sais pas, l'esprit de petit chef. On se retrouve toujours confronté à quelqu'un qui a un petit pouvoir et qui vous le fait bien sentir. Comment vous faites sur un plateau? J'aime bien diriger, mais j'aime bien quand c'est dans un échange. J'aime bien qu'on écoute aussi mes propositions. Donc j'aime vraiment l'échange où on a le sentiment d'apporter aussi quelque chose, pas seulement endosser le rôle, quoi. Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre un antidépresseur? Les news assez dramatiques, anxiogènes, en fait. J'ai l'impression de ne pas être fait pour... à un moment, il y a tellement de morts, tellement de malheurs, que j'ai l'impression de ne pas être équipé pour recevoir tout ça. Est-ce qu'il y a un abcès que vous aimeriez crever un jour? Ben, j'y travaille sur quelques abcès. Mon engagement sur l'environnement, des choses comme ça, je trouve que c'est une façon de crever l'abcès. Samuel, vous êtes ici ce soir parce que depuis 2014, on l'a dit, hein, vous incarnez celui qui est devenu un des héros télévisés préférés des Français, Alex Hugo. La saison 5 a été diffusée à la rentrée sur France 2. La saison 6 est déjà prévue pour une diffusion l'année prochaine. Et on voudrait vérifier que vous pouvez signer pour, je ne sais pas, jusqu'à la saison 15 par exemple, ça vous irait? Tant que je suis heureux de vivre dans la montagne, de faire cette série et d'avoir la qualité d'écriture, la qualité de réalisation, ça reste, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour d'arrêter, quoi. Pour l'instant. Alors, on rappelle, Alex Hugo, c'est un ancien flic marseillais qui a fui la brutalité des villes pour avoir une vie, vous l'avez dit, un peu plus tranquille, de policier à la montagne. Alors, ça, vous êtes un ancien breton qui est ancien flic marseillais qui vit à la montagne. Ça fait... Ah ouais, ça un fait rôle un grand écart quand même. Hein. Ouais, je m'attendais à ce qu'on me donne un rôle de marin-pêcheur, quelque chose. Ouais. Mais non, là, ils ont décidé de me téléporter. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas du cru. Donc qu'est-ce qu'il vient chercher? Peut-être qu'est-ce qu'il fuit aussi? En tout cas, il y a une blessure. Et ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est son besoin de liberté, son besoin de justice et une fragilité permanente. Et on ne sait pas exactement, on a des bribes de ce qu'il a pu vivre, il fait des cauchemars, il s'exprime à travers le dessin. Votre fille Angia, qui a 8 ans, est sur tous les tournages d'Alex Hugo avec vous? Oui, alors ce qui se passe, comme elle vit avec moi, je la scolarise là où je suis. Donc cet hiver, j'ai fait un tournage en Guadeloupe, elle était à l'école là-bas, et quand je suis à la montagne pour Alex Hugo, je l'ai scolarisée à Briançon. Alors, c'est pour une raison très simple, hein, parce qu'elle a été diagnostiquée autiste à 22 mois, c'est ça? Alors, c'est quoi ces symptômes? Parce que des formes d'autisme, il y en a plein. Hein. Oui. C'est quoi ces symptômes? Au début, elle était non-verbale. Il y avait un petit peu d'automutilation, il y avait de l'agressivité, il y avait un problème avec la nourriture, avec tout ce qui encadre la vie et les besoins aussi. Et puis, doucement, avec les méthodes comportementalistes, on a fait tout un travail d'ouverture pour aller la chercher dans sa bulle et doucement l'aider à trouver le chemin vers les interactions sociales. Et c'est vraiment prodigieux la façon dont elle a pu s'épanouir, se développer. Et alors qu'un autiste, il faut vraiment qu'il soit dans un univers extrêmement stable. L'année dernière, j'ai pas arrêté de voyager. On est allé à Bali, je suis allé en Guadeloupe, au Brésil, aux États-Unis, à la montagne. Et elle a acquis une capacité d'adaptation, d'ouverture, d'échange avec les autres qui est extrêmement prodigieuse. Alors, elle garde sa particularité, mais elle sait se faire des amis, elle sait échanger, elle sait... ne pas avoir peur du monde extérieur. Oui, Si. Et puis elle arrive à ne pas avoir de retard scolaire. Elle arrive vraiment à suivre le programme scolaire. Est-ce que tu as vu Hors Norme? Pas encore, mais bien sûr, il faut que je le voie. Ouais. Il faut que tu ailles voir Ouais. Hors Norme de Olivier Nakache, Eric Toledano. Bien sûr. Avec Vincent Cassel, c'est le premier film qui traite de ce... Qui traite des si éducateurs, complexe. plus que tout, c'est Voilà. des éducateurs. Et ça, Il n'y a pas de formation d'éducateur, c'est ça qui est formidable. Ah dans ouais, ce film. rappelez qu'ils font un travail formidable, qui est basé vraiment sur... C'est l'être humain, c'est le cœur. Oui, on sait qu'en France, on n'est pas adapté. On est très loin derrière le Canada, très loin derrière le Québec, très loin derrière les États-Unis, même derrière l'Italie. Et on a accusé 20 ans de retard, on l'a peut-être un petit peu rattrapé. Il y a des gros efforts qui sont faits actuellement. Mais c'est bien de rappeler que si ça tient le coup, c'est grâce aux parents qu'on fait vraiment bouger les choses, qu'on crée des associations, qu'on crée le mouvement, et des vocations, des éducateurs qui donnent leur vie à ceux qui sont plus fragiles, quoi.
Le jour du diagnostic, la maman d'Angéa, vous l'avez dit, hein, a poussé, Dans le livre, ouais. voilà, elle a poussé un grand cri en disant notamment que sa fille n'ira jamais dans un hôpital psychiatrique. Et vous avez décidé, vous l'avez dit, que ça ne changerait pas du tout votre vie. Que votre fille soit comme elle est ou autrement, votre vie sera la même. Ouais, alors votre vie n'est pas la même, mais ce que j'ai décidé, c'est je choisis pas ce qui m'arrive, mais je choisis la façon dont je le vis. Voilà, ça a été ça ma décision. Donc, je veux pas que ça puisse m'interdire. C'est pour ça que j'ai voyagé autant l'année dernière. C'est pour ça. Mais toujours avec cette conscience qu'il faut. La première des questions, c'est est-ce que c'est bien pour ma fille? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle peut s'épanouir? Est-ce qu'elle va gagner quelque chose? Est-ce qu'elle va être heureuse? Et finalement, à chaque fois, j'arrive à. Mais c'est normal. On voyait un papa seul arriver sur un tournage avec sa fille. Qui a un handicap, tout le monde a envie de m'aider. Et donc on y arrive, on trouve des solutions. Et comment tu as fait quand tu l'as scolarisé en Guadeloupe ou à Briançon? Alors, quel accueil tu as trouvé? Ouais, alors la Guadeloupe, c'est marrant parce que c'était pas complètement officialisé. Normalement, il faut désinscrire l'enfant de son école et le réinscrire dans l'autre école, et puis avec la recherche d'AVS. En Guadeloupe, ils ont été formidables parce qu'ils n'ont pas été procéduriers. Ils m'ont pas demandé les papiers officiels, ils ont dit non. Ah, mais avec leur accent magnifique, leur générosité, ils l'ont accueillie comme ça tout de suite à l'école, ils l'ont pris en charge et ils se sont occupés d'elle pour qu'elle ait des amis, pour qu'elle suive les cours. Et pareil à la cantine, et ça a été insensé. L'AVS, vous disiez tout à l'heure, c'est les accompagnants de vie scolaire. Hein. Ce sont des gens qui viennent Ouais. aider justement les enfants qui sont porteurs d'un handicap ou qui sont un peu différents à pouvoir suivre une scolarité au sein des classes normales. Pourquoi vous avez écrit... Alors, vous parliez du livre tout à l'heure, Un bonheur que je ne souhaite à personne. C'est un roman. Mais pourquoi finalement vous racontez votre histoire? Vous l'avez dit en plus que c'est vous. Ouais, non, mais c'est vous, c'est une mère. Oui. Pourquoi derrière une fiction plutôt que de raconter votre expérience? Comme ça, je peux y mettre. J'ai une grande liberté. J'ai plus de liberté à raconter ce que je suis, personnellement, ce que je disais. Je suis comme mon père, je me livre pas. Donc, l'excuse du personnage, c'est comme dans mon métier. Utiliser des personnages pour y mettre mon énergie de la journée, quand c'est au théâtre ou au cinéma. C'est la même chose. D'ailleurs, le roman, c'est un personnage, une femme, un personnage que je jouerai peut-être jamais au cinéma, et derrière lequel j'ai pu exprimer tout ce que j'avais de plus personnel, finalement. Et ça m'allait bien. Votre fille vous a demandé un jour, c'est quoi être autiste? Ouais. Attendez. Ah hein. Ouais. Un jour, elle m'a demandé c'est quoi être autiste. Elle m'a demandé c'est quoi être handicapé. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'à l'école, on l'avait traité d'handicapé. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, spontanément, elle m'a dit moi, je suis normal. Et j'ai pas eu le courage de lui dire autre chose que ce qu'elle avait décidé. C'est-à-dire que elle arrive à un âge où elle comprend les choses. Donc, ce serait de mon devoir de lui expliquer qu'elle n'est pas comme les autres. Et elle a un désir tel d'être comme les autres que je ne me sens pas le courage de lui dire. Donc, je lui donne confiance en elle. Je lui dis que je lui dis que en fait, pour moi, c'est très important c'est pas du déni, mais quand vous êtes persuadé que vous pouvez faire les choses, vous pouvez y arriver. Donc, je l'aide vraiment à croire qu'elle peut se faire les copines qu'elle veut, qu'elle a l'énergie d'être comme les autres, que rien ne l'arrête et que tout est possible pour elle. Et elle y arrive. Magiquement, elle y arrive. Elle se fait plein d'amis, elle est capable de même... aujourd'hui, elle est capable d'être en cours, même quand on n'arrive pas à avoir d'AVS, mais que ça se passe bien. Elle a à cœur de suivre le cours, à cœur d'y arriver. Alors, c'est plus dur pour elle, et elle le sait. C'est plus difficile, ça demande plus de travail, mais maintenant, elle a à cœur de l'accomplir. Elle en a envie. Et pour ça, je l'aide. Et si elle considère qu'elle est normale, alors c'est qu'elle l'est. Voilà. C'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel qu'un enfant de cet âge-là passe autant de temps avec son papa. C'est quoi vos relations? Ce sont des relations fusionnelles entre vous?
Non, parce que je veux pas. Alors évidemment, on est très proches et je la comprends très très bien. Elle a un peu les mêmes traits de caractère que moi. Elle a beaucoup d'énergie, donc j'identifie assez vite ses besoins. Mais je veux pas que ce soit fusionnel parce que j'ai besoin d'être absent aussi parfois. Et des fois, je peux pas l'emmener partout et tout le temps. Donc là, on a passé une année vraiment très proche. Mais là, il faut que je commence à l'habituer à être des fois 1 ou 2 jours avec la nounou parce que j'ai besoin de partir 2-3 jours en tournage. Mais bon, je suis extrêmement présent, bien sûr. Ouais. Vous avez fondé Autisme Info Service, une plateforme d'information pour les familles. Numéro de téléphone qui s'affiche, le 0800 71 40 40, et puis le site autismeinfoservice.fr. Vous dites que la France est en retard, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On va le rattraper, ce retard, en termes d'accompagnement, d'accueil de ces enfants, de savoir, parce que la grande angoisse, et vous devez avoir la même, c'est après vous, que deviendra votre fille. Oui, c'est clair. Tous les parents qui ont des enfants handicapés, ils pensent en permanence que deviendra mon enfant, est-ce qu'il sera bien accompagné, est-ce qu'on prendra soin de lui. C'est pour ça qu'un film comme Hors Normes est si important aujourd'hui. Je ne sais pas si on rattrapera notre retard, mais en tout cas, on en parle, on sensibilise les gens. Et Autisme Info Service, c'est pas que de l'information, c'est aussi de l'accompagnement, du conseil. C'est énormément de spécialistes juridiques, administratifs, médicaux derrière. Et c'est beaucoup de cas, de dossiers qu'on gère, qu'on reçoit, où les parents sont perdus, sont en manque de solutions, et ils nous appellent pour les aider, les accompagner. Et l'ambition, c'est de créer un annuaire national, parce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant autiste, vous allez chez le dentiste, on fait comment? Quel dentiste est capable d'accepter les... Parce que c'est particulier, c'est-à-dire qu'il y a une hypersensibilité, il y a énormément de génération, il y a beaucoup d'angoisse chez les autistes, donc faut avoir une formation un peu particulière pour ça. Et puis après, les loisirs, est-ce qu'on peut faire du cheval, du tennis, qu'est-ce qui est possible? Donc c'est un peu créer un maillage sur le territoire pour que dès lors qu'on va dans une ville, on ait les informations à disposition. On va passer la parole à Jean-Claude. Vous le connaissez, Jean-Claude, non? Non. Non. Jean-Claude, c'est un de mes anciens patients qui aurait voulu faire médecine, qui n'a pas pu, et à qui j'ai promis qu'il suivrait toutes mes consultations, mais après, il y a le secret médical, je ne pouvais pas le prendre avant. Donc il a une question à vous poser. En général, c'est des questions que moi, je ne pose pas. Samuel Le Bihan, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne ». Quel bonheur souhaitez-vous à votre fille Angia aujourd'hui? Je me rends compte que le bonheur, le vrai bonheur, c'est d'être avec les autres. Et donc, c'est un luxe que je lui souhaite, c'est d'être toujours accompagné. Et c'est là-dessus que je pense que le talent vraiment qu'il va falloir qu'elle développe, et qu'elle a développé par elle-même, qui est assez magnifique, c'est sa capacité à donner aussi envie aux gens d'être avec elle. Et elle en a vraiment le pouvoir. Elle a un tel besoin d'être avec les autres, d'être acceptée par les autres, qu'elle a développé aussi les compétences pour les ramener à elle. Donc c'est ça, c'est être heureuse en n'étant jamais seule. On va tester maintenant ce qu'il y a d'Alex Hugo dans Samuel Le Bihan et ce qu'il y a de Samuel Le Bihan dans Alex Hugo, si vous voulez bien. Et pour ça, on va vous faire passer un petit test. C'est le test de la gémellité. Suivez-moi. C'est la première fois que je vous vois donner la main à un patient. C'est lui qui m'a tendu la main. J'ai cru qu'elle me tendait la main, j'ai pris la main. oui, il m'a pris la main, il est galant, vous voyez. Faites gaffe, c'est Alex Hugo, il pécho, hein. Ouh, là. Elle vous a donné la main, vous? Non. Non, on est bien d'accord. D'abord, je vais vous poser des questions qui concernent Alex Hugo. Vous allez me dire si ça correspond aussi à Samuel Le Bihan. Et pour chacune de vos réponses, vous me donnerez un pourcentage de gémellité entre 0 et 100%. D'accord. D'accord. Comme Alex Hugo, est-ce que ça vous arrive de ne pas toujours vous laver avec du savon parce que dans une rivière des Alpes, c'est dur d'en trouver? Non, je me lave, bien sûr, je me lave. Mais ils ont quand même le plaisir de me mettre dans des rivières à 5 degrés ou des lacs à -2. Ah ouais? Ouais, Ils mettent du savon écologique au moins ou Ah non, il n'y a même pas de savon, il n'y a rien. Ah, C'est d'accord. avec les pierres.
Comme Alex Hugo, est-ce que vous pratiquez la pêche à la mouche éventuellement en même temps que vous vous lavez dans la rivière? Alors si, je pêchais en Bretagne, Romain. Bah oui, Je pêchais En fait, vous en voulez mer. savoir s'il pêche à la mouche nue. C'est ça que vous voulez c'est ça. savoir. Ah bah, j'espère pas pour lui, parce que si jamais... Parce que quand vous pêchez à la mouche, vous lancez le truc plusieurs je fois. sais. Et parfois, il revient et pas toujours là où vous voulez. Non. Donc, hein, c'est la mouche pour s'accrocher. oui, ça. On dirait que vous avez de l'expérience. Oui, à la mouche, ouais, mais pas tout nu. Non, d'accord. Donc là, on est à combien de pourcents, là? Si vous me donnez la réponse en pourcentage. On est à 10%. 10% de Ouais. quoi? Samuel Le Mais Bihan sur dans la Alex pêche, Hugo? sur la pêche et... Alors j'aime D'accord. bien me baigner dans l'eau froide, Romain. Ça me dérange pas, ça me pose pas de problème. Alors, en pourcentage toujours, comme Alex Hugo, est-ce que vous portez souvent une chemise de bûcheron? Oui, on est à 50-50. 50-50, très bien. Comme Alex Hugo, est-ce que vous êtes calme, mais quand même, faut pas trop vous emmerder? Ah ouais, là c'est 100%. 100%. Comme Alex Hugo, est-ce que vous avez fui l'agitation des villes pour une vie plus tranquille, voire pépère? J'y pense sérieusement. Ouais. Ouais, j'y travaille même. Ah, Pépère, Alex Hugo, il trouve au moins 5 morts en montagne par épisode. Et dans le même village. Ouais, c'est ça, ça donne... Depuis 5 Faut arrêter d'y aller là-bas. Moi, je dirais pas au c'est ski à dangereux, c'est très Briançon. Hein. dangereux, là-bas. Comme Alex Hugo, est-ce que vous êtes un type solitaire, farouche, libre, transgressif, bref, une sorte de loup solitaire? Sa quête de liberté me trouble, elle est beaucoup plus puissante que la mienne, mais c'est vraiment la direction, en tout cas le trait de personnalité qui me plaît le plus dans le personnage et qui peut-être me ressemble le plus. On est à 80% là. Ouais, de facile. vous. Comme Alex Hugo, est-ce qu'on vous surnomme la tendresse ou tout autre sobriquet légèrement incongru? Je suis pas sûr que ce soit... On est Quand vous plus- parlez de votre fille, on pourrait vous surnommer comme ça. Ah bah oui, oui. Oui, c'est vrai. Allez, voilà. Ouais, Bon. Ma fille peut m'appeler la tendresse. Oui. Comme Alex Hugo, est-ce que vous avez de nombreuses aventures avec les femmes que vous croisez dans l'exercice de votre profession? Non, cette question n'a pas lieu d'être. Comme... Je vous aide là. Ouais, merci. Ouais, ouais. c'est toujours un truc Ouais, un peu ouais. délicat. Comme Alex Hugo dans l'épisode Mémoire morte, quand il semble ne pas reconnaître une femme qui lui laisse un message. C'est moi, rappelle-moi, c'est urgent. Je vous rappelle cet épisode. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas reconnaître une femme plutôt que rompre clairement avec elle? Est-ce que, comme tous les hommes, vous êtes lâche? Oh, Sur ce comme plan-là. tous les hommes, je dois avoir un petit fond de lâcheté. Il y a des choses que j'arrive pas à assumer. Par exemple, aller voir quelqu'un à l'hôpital, ça me demande du courage. Parce que vous êtes hypochondriaque? Non, ces endroits tristes, peut-être me font peur, je sais pas, mais il y a des endroits qu'on évite. Hein. On parle des femmes et des vies sur l'hôpital et les malades. Il veut vraiment pas répondre à vos questions de femmes. Hein. En revanche, Michel Drucker, lui, il va à l'hôpital, mais c'est pour soigner, pour donner les conseils au chef de service. Hein, c'est un peu ça. Oui, Vous en avez des gens sains dans votre cabinet. j'y vais en vacances. Ouais. Vous avez un parking à votre nom dans la clinique ou pas? J'ai une chambre à mon nom. Comme Alex Hugo, est-ce que vous portez en vous une faille, un mystère que l'on découvre un peu plus à chaque épisode? Oh, sûrement, ouais. Sûrement, mais tous les acteurs, tous les artistes se servent de leurs blessures pour faire quelque chose proposer quelque chose de créatif. C'est ce qui a de bénéfique dans notre métier. Ça évite peut-être des grandes psychanalyses, mais en tout cas, ça permet d'exprimer ses douleurs. Vous lui donnez la main pour qu'il descende dans le fauteuil, parce que l'examen est terminé. Merci. Merci beaucoup, Samuel. En fait, vous collez parfaitement au personnage d'Alex Hugo. Hein. Moi, je dis, vous pouvez continuer. Merci. J'ai une petite trousse pour Samuel de Bihan, mais pour vous, elle est un peu spéciale. En fait, comme je sais que vous avez élaboré ou aidé à élaborer une machine qui transforme le plastique en pétrole, je vous offre un plein d'essence. Hein. C'est gentil. C'est peut-être merci. un plein d'essence au Bervilliers Paris, je sais pas, mais bon, je vous laisse faire la conversion parce que vous allez être plus doué que moi. C'est gentil, merci beaucoup. Je rappelle que Samuel Le Bihan reviendra bientôt sur France 2 pour la 6e saison d'Alex Hugo. Et puis, je vous conseille bien sûr la lecture de son premier roman, Un bonheur que je ne souhaite à personne, paru aux éditions Flammarion en 2018. Bien sûr, le récit d'une grande sensibilité sur le fait d'être le parent d'un enfant autiste.